Bonjour. Nous continuons de réfléchir au contrôle du chien et c'est aujourd'hui la deuxième partie du point de vue du toiletteur, deuxième et dernière partie du point de vue du toiletteur. Maîtrise du chien. Eh bien, on dit que les personnes qui ont l'art ou la technique ou l'habileté de bien maîtriser les chiens ont ce qu'on appelle une main à chien. Calmer, rassurer, obtenir l'immobilité du plus grand nombre de sujets, voilà bien sûr sans doute un fondement de notre savoir-faire. Et avons-nous réellement une main à chien, comme on a une main à fleurs? Eh bien, cette expression peut induire en erreur. En effet, ce sont bien nos mains qui sont le plus souvent au contact de nos petits camarades. Cependant, si l'on doit parler don, ce n'est pas tant au niveau de la main, mais au niveau de quelque chose qui se situe ailleurs que j'en situerai l'origine. Peut-être quelque part au niveau du ventre. En effet, à bien observer, on se rend compte que cette capacité de contrôle d'autrui que nos métiers nous conduit à développer échappe en fait presque complètement à notre intelligence et prend sa source au centre, je dirais, viscéral du plus profond de notre être, dans un espace mal défini, mais situé à peu près entre le plexus et le nombril. C'est assez proche de ce que l'on enseigne aussi lorsque l'on pratique les sports de combat. On vous explique que lorsque vous pratiquez les sports de combat, on vous explique que vous avez une espèce de force qui se situe entre le plexus et le nombril et qui est capable non seulement de vous dynamiser vous, mais d'impressionner l'adversaire. Eh bien, il y a exactement la même chose avec les chiens. Cette force se communique aux animaux par différents vecteurs, dont la main, c'est vrai, mais pas seulement. Y entre aussi le regard, la voix, le bras, le haut du corps, le tronc, et parfois même, nous allons le voir, parfois même la tête. Il est assez intéressant que vous passiez du temps à essayer de prendre conscience de cette force magnétique qui est en vous et de votre capacité à la mettre en œuvre et à la développer. Si vous y faites attention, vous vous apercevrez que vous avez une vraie capacité à à interagir avec un animal, ou d'ailleurs avec n'importe quel être vivant, autrement que par la voix, et par des vecteurs qui peuvent vous surprendre. Le regard étant l'un d'entre eux, et certaines formes de contact devant être également prises en considération. Par exemple, à la fin d'un toilettage, vous avez votre chien qui est bien attaché sur sa table et bien tenu en face de vous et vous avez besoin qu'il reste immobile le temps de terminer l'ultime coup de ciseau qui va donner toute la qualité à votre travail. Eh bien, le toiletteur habile sait que le plus léger frôlement de sa tête avec le flanc ou le tronc de l'animal permet de retrouver chez celui-ci, au moins pour un certain temps, une immobilité absolue recherchée, parce que l'animal va y être particulièrement sensible, il va être particulièrement attentif à ce contact. Cependant, vous ne progresserez dans ce que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui que si vous êtes convaincu de l'aspect physique, je voudrais dire presque animal, de cet engagement. Vous apprendrez alors à ne plus vous servir exclusivement de votre main, mais bien de tout votre corps, et plus, du placé de votre corps par rapport à celui du chien. La manière dont vous vous placez par rapport à un animal entraîne de toute façon une réaction, même minime, de ce dernier. Tous les dresseurs de chevaux ou de fauves le savent parfaitement.
lorsque vous voulez obtenir certaines choses de ces animaux, vous vous placez d'une certaine façon et ça crée automatiquement une interaction à laquelle réagit l'animal considéré. Eh bien, ce qui est vrai pour les chevaux ou les fauves l'est tout autant pour nous en toilettage. Par exemple, lorsque l'on toilette un chien dans une coupe au ciseau sans le toucher, il y a absolument à tenir compte de cela. Et les toiletteurs qui sont pas bons, qui n'ont pas ce sens-là, vont vous dire: ah non, moi je suis obligé de toucher le chien que je toilette, j'ai besoin de le toucher pour le sentir. C'est la preuve qu'ils n'ont pas compris cette forme de communication que l'on peut avoir avec un animal. Celui qui vous dit j'ai besoin de toucher pour, par exemple, couper, vous pouvez être certain qu'il ne comprend pas une partie de notre métier. Parce qu'il n'y a pas besoin de toucher, il y a beaucoup mieux, il y a cette forme de contact obtenue par le seul placé de notre corps, de notre tronc, la façon dont nous plaçons nos pieds, la façon dont nous nous penchons ou pas, qui peut avoir une forte influence sur l'animal au point d'obtenir la parfaite immobilité. Cette réaction, si vous prétendez l'ignorer, comme elle existe, eh bien vous la subissez. Elle existe de toute façon. Mais si vous l'ignorez, au lieu de vous en servir, vous la subissez. C'est un peu comme sur la mer, il y a des courants. Si vous prétendez ignorer les courants, vous subissez le courant. Mais si vous savez vous servir du courant, vous pouvez, en calculant mieux votre route, utiliser le courant pour aller plus vite. C'est pareil là. En revanche, cette action donc, cette interaction avec un animal devient votre allié si vous apprenez à la contrôler. Et voilà pourquoi le toiletteur ne peut travailler que debout. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous le comprenez, le toiletteur assis est un contresens absolu, puisqu'il doit sans arrêt se placer par rapport à l'animal. C'est comme si on disait qu'un dresseur de chevaux va faire son numéro en étant assis sur un tabouret. Ou bien dit autrement, le toiletteur ne peut être qu'un homme debout. Il y a une situation très intéressante à observer. C'est celle de la coupe à l'aspirateur. Vous apprendrez que dans notre métier, on est souvent amené à couper à l'aide d'un aspirateur parce que cela permet de tenir le poil. Le coiffeur tient le cheveu avec sa main gauche, nous on ne peut pas, donc on tient le cheveu, le poil du chien, à l'aide d'un aspirateur. Cela donne des résultats extraordinaires et permet de travailler beaucoup plus vite, mais un grand nombre de toiletteurs vous disent qu'ils n'y arrivent pas ou que c'est impossible. Eh bien, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait, pour couper à l'aspirateur, il est absolument nécessaire de comprendre cette espèce d'engagement que l'on peut avoir avec un animal sans le toucher. Lorsque vous coupez avec un aspirateur, il vous faut une main pour les ciseaux, une autre pour le tuyau d'aspiration. Comme vous n'avez pas trois mains, vous ne pouvez plus contrôler le chien que par la seule puissance physique et votre art à vous placer correctement par rapport au chien. Eh bien, se placer, aider de légers contacts avec n'importe quelle partie du haut du corps, l'épaule, contact léger de temps en temps avec une épaule, avec le bras, avec le tronc, ou encore quelquefois le temps d'un centième de seconde avec le plat des ciseaux. Vous touchez l'animal avec le plat des ciseaux à un bon endroit, là où il faut, hop, l'animal a compris que vous vouliez qu'il ne bouge plus quelque chose à ce moment-là, et vous avez le temps de couper. Mais évidemment, ça vous demande beaucoup de finesse, beaucoup d'habileté, beaucoup de sens de l'animal. Mais vous pouvez de cette façon conduire l'animal à prendre non seulement la position que vous souhaitez, mais plus encore à la garder. Si le toiletteur a réellement le sens du chien, il a alors parfaitement conscience des appuis que celui-ci prend. Qu'est-ce que sont les appuis ? Le chien est sur ses quatre pattes. Cependant, comme il en a quatre, il est fort rare que le chien s'appuie de manière égale sur ses quatre pattes.
De même que vous-même, lorsque vous êtes debout à l'arrêt, il est fort rare que vous appuyez, que vous ayez autant de poids sur chacune des deux jambes. Très souvent, vous appuyez sur une jambe, vous avez tout votre poids sur une jambe, et l'autre ne porte pas de poids. Et puis vous changez parce que cela vous fatigue. Eh bien, les chiens font pareil, ils s'appuient que sur deux des quatre pattes. Une à l'avant, une à l'arrière. Le problème, c'est que si vous êtes en train de toiletter l'antérieur droit, par exemple, et que vous n'avez pas le sens des appuis, vous ne vous rendez donc pas compte qu'il est naturel pour le chien, puisque vous êtes sur sa droite, d'essayer de s'écarter de vous. Et donc, il s'appuie automatiquement sur l'antérieur gauche. Dès que vous arrivez proche de l'antérieur droit, il est appuyé sur l'antérieur gauche, il n'a donc pas d'appui sur l'antérieur droit, et il va à coup sûr bouger cet antérieur droit. Et vous ne pourrez pas toiletter la patte. Si vous avez le sens des appuis, vous avez su pousser le chien un tout petit peu vers le fond, et là, cette fois-ci, il ne peut plus faire autrement que de s'appuyer sur l'antérieur droit. S'il est appuyé sur l'antérieur droit, et que vous voulez travailler l'antérieur droit, il ne peut plus le bouger. Il est appuyé dessus, il y a tout son poids sur cet antérieur. Il ne peut plus bouger. Et à ce moment-là, pendant que vous toilettez, il va rester immobile. Mais pour ça, il faut avoir le sens des appuis. Alors vous allez me dire, mais comment je l'oblige à prendre un appui sur l'antérieur droit? Là, c'est la finesse, c'est l'habileté, c'est le secret, c'est l'art du toilettage, c'est le sens du chien. Par exemple, le simple fait de le déplacer en l'écartant un peu de vous, comme il est retenu par sa laisse, automatiquement il aura tendance à prendre un appui sur le droit. Mais quelquefois, avec les ciseaux, on va toucher légèrement le membre gauche. Donc le membre gauche a envie de se soulever puisqu'il est touché, et hop, le chien est appuyé sur l'antérieur droit. Vous le laissez dans cette position. Quelquefois, on écarte un peu les pattes. Comme le chien, quand il a les pattes légèrement écartées, ne peut pas s'appuyer sur les deux pattes de la même façon, il va s'appuyer sur l'une ou sur l'autre. Et c'est à vous de le pousser à s'appuyer sur celle que vous voulez. Donc vous voyez, l'exemple de l'appui vous fait tout comprendre. Celui qui est mauvais, il ne comprend pas les appuis, il s'approche de la patte droite, le chien, lui, a peur, il est appuyé sur la gauche, il va bouger la droite. Celui qui est bon, il a d'abord essayé de repérer où le chien s'appuie. S'il n'est pas appuyé comme il le veut, par de légers mouvements, par son placé, par de légers contacts, il va l'amener à s'appuyer sur l'antérieur gauche, et quand il va vouloir travailler l'antérieur droit, eh bien l'antérieur droit sera littéralement cloué au sol et on pourra travailler en toute tranquillité pendant un certain temps. Naturellement, ça va pas, le résultat ne sera pas éternel. Vous voyez, ça c'est le sens des appuis. Et ceci est vraiment un des secrets du contrôle du chien et du toilettage. Voyez-vous, c'est bien une question de contrôle. Il n'y a pas de force là-dedans. Il n'y a pas de domination, comme on vient vous dire. Je ne domine pas du tout mon chien parce que je le conduis par des petites actions discrètes qu'il ne comprend peut-être même pas lui-même à s'appuyer sur le membre que je souhaite. Il n'y a ni domination, ni violence, ni contrôle, ni obligation de quoi que ce soit. C'est juste de l'habileté, du sens du chien, du sens d'autrui. Ce n'est pas... C'est assez difficile à expliquer, et je comprends très bien que vous ne me compreniez pas aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à noter ce cours dans un coin de carnet et à y revenir plus tard, quand vous aurez eu plus de contact avec des chiens. Parce que je vous assure que je vous donne là un des secrets de la réussite du professionnel. Le sens du contrôle et du contact que l'on peut avoir sur un autre être, qui va jusqu'à modifier et à contrôler ses appuis, eh bien ça c'est un vrai secret. Ce n'est pas d'ailleurs un secret si étonnant que cela. Je vous signale que lorsqu'on apprend par exemple certains types de sports, comme les sports de combat, on apprend aussi à contrôler les appuis de la personne avec laquelle on combat. Et on essaye toujours d'intervenir, de faire ces mouvements sur le côté qui n'est pas appuyé. Je n'insiste pas plus, mais sachez que ce n'est pas quelque chose d'absolument incompréhensible. Alors,
les avantages de cette façon de procéder sont évidents. Non seulement ils autorisent les meilleurs gains de productivité, puisque vous allez apprendre à faire en sorte que le chien ne bouge pas, et donc ça vous permet d'aller plus vite. Mais le placé naturel et en quelque sorte volontaire de l'animal permet le dessin juste. J'espère que vous comprenez bien qu'entre toiletter un chien, que vous contraignez, que vous obligez à rester comme vous le voulez parce que vous le tenez, parce que vous avez un contrôle physique avec lui, n'a rien à voir avec le contrôle d'un chien que vous ne touchez pas, que vous ne tenez pas. Quand vous le tenez, vous déformez sa position. Quand vous ne le touchez pas, vous avez au contraire une position naturelle. Il est normal et naturel que dans le deuxième cas, vous fassiez quelque chose de plus joli, de plus juste. C'est évident. Donc seule cette façon de faire vous permet les plus beaux toilettages. Le placé naturel, en quelque sorte volontaire de l'animal, vous permet le dessin le plus juste. Évidemment, l'obtention d'un tel effet ne va pas sans effort d'attention et de réflexion. C'est vrai que ça demande de réfléchir plus, de faire plus attention, et que la plupart des gens ne veulent pas se donner ce mal et qu'ils préfèrent utiliser des méthodes plus contraignantes, comme par exemple de tenir le chien. Mais l'obtention d'un tel effet peut vous donner aussi un tel plaisir que cela récompense toutes les peines. Lorsque on comprend ce que je suis en train de vous dire, ça devient absolument passionnant de travailler. Je vous signale que dans la présentation des chiens, il y a exactement le même phénomène. Et c'est pour ça que je vous ai mis en arrière-flanc des présentations de chiens. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, les mauvais présentateurs, quand ils présentent un chien, ils le tiennent par le nez, ils le tiennent par la queue, ils vous poussent les jambes avec les mains, ils vous poussent... Ça, le chien, bien sûr, il va finir par prendre une présentation qui ressemble à quelque chose. Mais ce ne sera jamais naturel, ce ne sera jamais beau. Les grands présentateurs ne touchent pas les chiens. Rien que par leur façon de jouer avec la laisse, et de placer leurs pieds, et de placer leurs mains, ils obtiennent que le chien prenne la position qu'ils veulent, au moment où ils veulent, en s'appuyant comme ils le souhaitent. Si vous regardez les grands présentateurs américains, ils ne touchent pas leurs chiens, ou ils les touchent à peine. Et hop, le chien est placé. Et la différence aussi entre les grands présentateurs et les amateurs qui, eux, eh bien évidemment, ils vont prendre une patte, ils vont prendre la queue. Alors ils auront quelque chose qui ressemblera, mais bon, on n'est pas du tout dans la perfection. Voyons maintenant une autre question qu'on vous posera souvent. Le toiletteur doit-il dominer les chiens qu'il toilette? Est-ce que le toiletteur qui est là derrière vous doit dominer le chien qui est sur sa table? Est-ce que le toiletteur doit être un dominant? La plupart du temps, on vous répondra « mais c'est l'évidence ». Évidemment que le toiletteur doit dominer son chien. S'il ne le domine pas, on arrivera à quoi? Eh bien pourtant, tel n'est pas du tout mon avis. Et je crois que cela vaut la peine d'essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Si j'arrive à vous l'expliquer, vous allez gagner beaucoup de temps. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cela. Au début, on croit que le chien qu'on doit toiletter ou qu'on doit éduquer, d'ailleurs c'est un peu pareil, on doit le dominer. Et on perd un temps fou avec ça. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer que, effectivement, c'est une erreur. D'abord, il y a une notion très relative de la dominance. Qu'est-ce que la dominance? Il faut revenir sur cette notion, qui n'existe pas réellement dans la nature. Pendant des années et des années, on nous a enseigné que dans le monde animal, il y avait des dominants et des dominés. Aujourd'hui, les recherches éthologiques ont une position beaucoup plus nuancée à ce sujet. On sait que, par exemple, dans une meute de loups ou dans un groupe de singes, ce n'est pas du tout le plus fort qui domine. C'est complètement faux. Ce n'est pas du tout le plus fort qui dirige le groupe. C'est complètement faux. Les relations de groupe, des relations de savoir
obtenir l'adhésion des autres sont beaucoup plus efficaces que la relation de force. D'ailleurs, souvent on observe que dans des groupes de singes, lorsque certains jeunes mâles veulent jouer au plus costaud et imposer leur volonté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les autres se mettent contre celui-là et ils vont soit le chasser, soit même le tuer. Donc non, non, c'est une idée complètement dépassée. L'idée que dans la nature, il y ait les relations chez les animaux sauvages fonctionnent entre domination et soumission, c'est faux. Domination et soumission, on le sait parfaitement depuis plus de 50 ans, ne sont que l'expression d'une même unité structurale de comportement. On sait depuis plus de 50 ans que dominer ou être dominé, c'est la même chose. Cela dépend de la même unité structurale de comportement, ou dit autrement, le soumis n'est jamais qu'un dominant qui attend à son tour de dominer, ou le dominant n'est pas autre chose qu'un dominé déguisé. Si vous avez avec les autres des rapports de soumission ou de domination, eh bien, si vous avez avec les autres des rapports de soumission, c'est que vous êtes prêt à dominer. Et si vous avez des rapports de domination, c'est que vous êtes prêt à être soumis. Napoléon aurait fait, dans d'autres circonstances, le plus parfait des sous-officiers, bien éduqué et bien poli, et seules les circonstances ont fait qu'il ait paru être un dominant. Or, il faut comprendre que tous les êtres vivants ne fonctionnent pas avec cette unité structurale de comportement. Elle n'est pas présente chez tous les animaux. Il faut garder en mémoire que tous les animaux ne démontrent pas disposer, dans leur répertoire comportemental, de cette unité domination-soumission. C'est très vraisemblablement le cas de certaines espèces et notamment de l'une d'entre elles qui nous est fort proche puisqu'il s'agit du chat. Rien ne prouve que le chat soit très sensible à cette unité structurale de comportement. Mais c'est aussi la situation, à mon avis, de très nombreux chiens. Si vous prenez des chiens comme les terriers et que vous prétendez les dominer, eh bien, ils ne comprennent même pas ce que vous voulez. Ils sont indominables. Ils sont intraitables. Ils vont se laisser tuer plutôt que de se laisser dominer. En revanche, si avec de tels chiens vous jouez non pas la carte de la domination, mais celle du partenariat, celle de l'amitié et du partenariat, ah ben vous avez d'un seul coup le meilleur des collaborateurs, le plus fidèle des collaborateurs. Donc cette unité structurale de comportement ne fonctionne pas bien avec toutes les espèces et pas bien avec certains chiens. Alors évidemment, avec certains sujets, il est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace d'essayer d'obtenir d'eux, sinon une certaine collaboration. Évidemment, vous aurez du mal à obtenir qu'un chien vous aide à le toiletter. Ce serait souvent impossible. Mais une forme plus ou moins résignée d'acceptation de ce que nous souhaitons. Je m'explique. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui vont adorer que vous leur fassiez une épilation. Mais vous pouvez obtenir qu'il l'accepte, qu'il supporte ce que vous lui faites de façon plus ou moins résignée. Et qu'il y participe à sa façon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nuance, c'est pas de différence. Eh bien si, c'est une différence fondamentale. En effet, dans le premier cas, je cherche à dominer au sens primaire du mot. Mais là, maintenant, avec ce que je vous explique, je ne cherche plus du tout à dominer. Je cherche plutôt à entraîner, par mon empathie, par mon enthousiasme, par ma détermination, un peu d'adhésion de la part de mon chien. Que ma façon d'être positif, enthousiaste, déterminé aussi, parce que il accepte plus ou moins ce que je veux lui faire, ou qu'en tout cas, il y montre une résistance limitée, qui me permet d'agir. Donc je ne cherche plus cette fois à le dominer, mais je cherche à l'entraîner. Dans le meilleur des cas, il va me suivre. Dans le pire des cas, il va au minimum ne pas trop s'opposer à ce que je souhaite. Et, au fond, ça paraît un peu compliqué ce que je vous explique, mais c'est toute la différence qu'il y a en ce qu'on appelle un patron et ce qu'on appelle un leader. Le patron et le leader veulent tous les deux vous conduire dans une certaine direction. Mais le patron, il l'impose. Il dit on va faire comme ça. Il fait des notes de service et il impose sa volonté. Le leader, avant de faire cela, il essaye de réunir les gens
de leur expliquer ce qu'il veut faire et d'entraîner leur adhésion. Il essaie de faire que tout le monde à la fin accepte, ce qui sera quand même un ordre. Mais il va faire en sorte que ceux qui vont le suivre ne le fassent pas parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement, mais parce qu'ils finissent par avoir envie de faire comme ça. J'ai parfaitement conscience que je ne m'explique pas assez clairement. Moi-même, j'ai mis une existence presque à comprendre ce que je veux dire. Et je le regrette. Je le regrette parce que je sais très bien que je pourrais vous faire gagner beaucoup de temps. En tout cas, tout est là. Si vous voulez être les patrons de vos chiens, vous aurez dans bien des cas beaucoup de mal. Mais si vous voulez être des leaders, c'est-à-dire des gens qui ne commandent pas mais qui entraînent, alors vous réussirez bien. Sachez que c'est comme cela que ça fonctionne dans une meute animale de loups. Par exemple, contrairement à ce que vous pourrez croire, et contrairement à ce que vous lirez dans beaucoup de livres qui sont faux, car inspirés par des éthologistes allemands qui avaient été formés à l'époque par des nazis. Il faut bien avoir ça en tête, c'est des choses vraies ce que je vous dis. Eh bien, ces gens-là ont vu des meutes de loups qui ressemblaient à ce qu'ils imaginaient être des groupes humains. C'est-à-dire un chef de meute qui commande et qui impose sa volonté aux autres. On sait aujourd'hui que cette vue est fausse. Il n'y a pas un seul chef de meute chez les loups qui commande les autres. Il ne peut pas obliger un loup à faire ce qu'un loup ne veut pas faire. Le chef de meute part en chasse et ne vont le suivre que ceux qui ont envie de suivre. Ceux qui n'ont pas envie de suivre ne partiront pas et le chef de meute ne les y contraindra pas. Le chef de meute, c'est un animal qui a plus de détermination, qui a un punch, qui entraîne les autres par son punch, son courage, sa vue de l'avenir, et les autres le suivent volontairement, et non pas parce qu'ils y sont obligés. C'est toute la différence. Le chef de meute est un leader, ce n'est pas un patron. Et si vous voulez fonctionner correctement avec les animaux, il faut bien avoir cette distinction dans la tête. Dominant ou leader, retenez que pendant votre travail, vous devez en permanence convaincre votre partenaire de votre détermination. Il est certain que si vous obligez les gens à vous obéir, c'est la force qui l'emporte. Mais si vous voulez les entraîner, et que vous leur donnez l'impression que vous ne savez pas très bien où vous voulez aller, personne ne va vous suivre. Un leader, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir une vue et de savoir où il va. Et avec le chien, c'est pareil. Si quand vous lui prenez les pattes pour le toiletter, vous la prenez sans conviction, et puis si le chien résiste, vous-même vous tremblez un peu, le chien a l'impression que vous n'êtes pas déterminé, et vous pouvez être certain qu'il ne vous fera pas confiance. Si au contraire il sent que vous avez une détermination absolue, eh bien le chien va vous suivre, il va se laisser entraîner. La faiblesse, le manque de détermination, la tendance à s'arranger, à s'accommoder, à trichouiller, le chien la détecte à l'instant et il s'engouffre dans cette brèche. Alors il en abuse et il rend le toilettage beaucoup plus fatigant, voire insupportable et donc irréaliste. Les animaux lisent nos sentiments. Ils savent à l'instant ce que nous pensons. Car les chiens lisent, les animaux lisent en nous nos sentiments, mais les chiens le font encore mieux que la plupart des autres animaux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car ils ont appris à très bien connaître notre espèce. Cela fait maintenant des milliers et des milliers d'années qu'ils vivent avec nous, ils nous connaissent, ils lisent très bien nos sentiments. La faiblesse, le manque de détermination, eh bien ils le devinent à l'instant. Ils détectent à l'instant notre faiblesse et ils rendent le toilettage impossible. Donc pour bien toiletter, il faut être déterminé. Ce que le chien supportera le moins de votre part, c'est l'indécision, l'hésitation, la timidité. Ce qu'il aimera le plus de votre part, c'est la détermination
Une détermination gaie, sereine, mais une grande confiance en soi. Vous savez, c'est un peu une grande injustice ce que je suis en train de vous dire. Car il arrive que des chiens soient absolument insupportables avec des personnes qui manquent de détermination, qui manquent de conviction, de confiance en eux-mêmes. Insupportables ces chiens. Et puis vous les confiez à un autre toiletteur qui lui est déterminé, et ces mêmes chiens deviennent faciles, agréables. Combien de fois on voit dans des écoles de toilettage des chiens absolument insupportables avec des élèves, un moniteur prend le chien et le chien ne dit rien, sait parfaitement faire, etc. Et c'est assez injuste, parce que les chiens qui rendent la vie insupportable à certaines personnes, eh bien ces personnes peuvent très bien les aimer pourtant beaucoup. Ce n'est pas une question d'amour. Il peut y avoir une personne qui aime énormément les chiens, et comme elle manque de détermination, eh bien les chiens ne sont pas gentils avec elle, ils ne lui rendent pas cet amour. Alors qu'une autre qui sait s'affirmer, eh bien ils vont la respecter. Donc je trouve ça assez injuste parce qu'il y a des gens qui aiment énormément les chiens et puis qui n'arrivent à rien. Car ils ne sont pas déterminés. Alors que d'autres qui les aiment peut-être pas beaucoup plus, eh bien vont obtenir ce qu'elles veulent. Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'un comportement spécifique aux chiens. Il est au contraire commun à tous les animaux, et même encore plus à tous les animaux domestiques. C'est par exemple le cas des chevaux. J'ai toujours été sidéré de constater comment certains chevaux, pourtant très avancés en dressage, étaient capables de se montrer indociles, voire insupportables, envers des cavaliers dont ils avaient détecté le manque d'expérience et d'incompétence. C'est un truc très amusant. Vous prenez un cheval qui est arrivé au top du dressage, au niveau championnat de France, qui sait tout faire, vraiment de manière formidable, et qui obéit avec des rênes molles, une simple petite indication du genou, etc. Des animaux qui sont parfaits. Eh bien, on met un débutant dessus, et on croirait que le cheval n'a jamais été dressé. Il se met à ruer, à gambader, à faire des sauts de carpe, exactement comme si c'était un animal sauvage. Il a détecté la faiblesse de la personne qui est au-dessus de lui, il a détecté son manque de détermination, et d'un seul coup il redevient exactement comme s'il n'avait jamais eu la moindre éducation. C'est très très étonnant, et c'est très très fréquent. J'ai observé ça très souvent dans de très nombreux endroits. Si vous voulez, alors les animaux domestiques ont cette capacité à décerner chez nous nos sentiments et notre manque de détermination, et le chien encore plus que tous les autres. Si vous entendez exercer notre métier, et si vous entendez l'exercer longtemps, sans que cela vous épuise, sans y laisser au passage votre santé nerveuse, il vous faudra faire preuve d'une personnalité assez affirmée. Que ceci vous soit naturel, ou que ceci soit le résultat d'un entraînement. Et de fait, les toiletteurs sont souvent des personnes à fort caractère, ce qui fait d'ailleurs que leurs relations intraprofessionnelles ne sont pas toujours très faciles, mais ceci est un autre sujet. Donc retenez que, lorsque vous avez affaire à un animal, il n'est pas du tout bon de penser domination, mais il est bon de penser contrôle. Et pour que vous ayez ce contrôle, il faut que vous soyez vous-même déterminé, que vous fassiez passer à l'animal votre enthousiasme, votre dynamisme, que vous ayez envie de l'entraîner, qu'il ait envie de vous suivre. Si vous imposez par la force, vous ne serez jamais un grand toiletteur. Si vous imposez par l'enthousiasme et la détermination, alors vous aurez peut-être la voie royale pour être un jour très heureux dans votre métier. Nous en sommes d'accord. Le contrôle du chien nous coûte un effort. Surtout si nous utilisons la méthode de l'entraînement du leader. À la fin, je vous assure qu'on est fatigué. Eh bien, cet effort sera plus ou moins important selon les individus, mais personne n'en pourra faire l'économie et chacun gagne à s'économiser. En toilettage, pour durer, il est essentiel d'acquérir très vite le sens du moindre effort. Le toilettage, c'est fatigant. Et si on est tout le temps en train de produire le même effort, eh bien, on n'ira pas au bout de la route. On va tomber d'épuisement avant la fin du parcours. Il est donc essentiel d'acquérir très vite le sens du moindre effort. Et donc, c'est un secret important que je vous donne là.
il faut s'adapter au moment du toilettage. Plusieurs moyens pour cela. D'abord, la pratique d'une gestuelle rigoureuse. Vous allez comprendre peu à peu que la gestuelle que nous vous apprenons, elle a cela comme but, c'est de vous économiser l'effort. Il y a aussi le fait d'apprendre à d'apprendre à la clientèle à éduquer les chiens qu'on vous confie. Mais c'est une autre voie, nous y reviendrons. Mais une autre voie à ne pas négliger est d'adapter nos exigences et notre contrôle au moment du toilettage. L'effort psychique que demande le contrôle du chien, par exemple, sera minimum pendant un démêlage. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est que le chien reste à peu près immobile et puis qu'il ne nous morde pas. En revanche, l'effort atteindra le maximum de son intensité au moment de la finition. Là, nous voudrons un partenaire aux aplombs, qui reste immobile, le tout pendant 3-4 minutes, 5-6 minutes, le temps de la finition. Et alors même que nos deux mains sont occupées, l'une par les ciseaux, l'autre par l'aspirateur. Là, c'est le contrôle total et donc il faut un effort psychique important. Sachons réserver les moments d'effort psychique importants à ces moments difficiles et sachons nous économiser dans les moments plus faciles comme le bain ou le brushing pour garder nos forces. Les chiens, nous verrons quand nous aborderons le point de vue du chien, qui sera notre prochain chapitre, que des chiens ont des comportements différents à l'occasion d'un toilettage. Tous les chiens ne se comportent pas de la même façon lors de leur toilettage. Mais d'ores et déjà, retenez que le bon toiletteur ne sait pas seulement repérer ses comportements, il sait surtout s'y adapter. Il adoptera donc, selon les circonstances, des attitudes parfois très différentes. Je dirais même presque opposées. Et je vais illustrer ce propos par deux exemples que j'ai déjà plus ou moins évoqués. Je l'ai suggéré, certains chiens entrent plus facilement que d'autres dans le jeu des rapports de soumission. C'est d'ailleurs volontairement que j'utilise le mot « jeu ». C'est que je ne crois pas que de tels sujets soient plus ou moins soumis que d'autres, mais plutôt qu'ils savent mieux que d'autres faire semblant de l'être. Le chien vit avec notre espèce depuis des dizaines de milliers d'années, il sait comment s'adapter, il sait que beaucoup d'humains adorent penser qu'ils sont le chef, et le chien, il veut bien nous faire plaisir, alors il fait semblant de croire que nous sommes le chef. C'est l'exemple que je cite toujours de la balle. Vous jetez la balle et le chien court après. Maintenant, question, est-ce que vous pensez que vous obligez le chien à aller chercher la balle, et le chien, lui, il adore courir après les balles, et il pense que vous adressez à lui renvoyer des balles. Qui a raison? À vous de choisir. Le fait est que le chien sait très bien faire semblant d'être soumis pour obtenir ce qu'il veut de vous. Combien de chiens vont prendre un air mendiant, rampant, pour obtenir que vous leur donniez une récompense? Maintenant, est-ce que le chien a fait ça parce qu'il est soumis ou parce qu'il vous adressait en prenant un certain comportement à faire ce qu'il voulait que vous fassiez? Donc c'est de la part du chien, ne vous faites pas d'illusion, une sorte de jeu et non pas de soumission. Il s'agit donc d'un jeu et les chiens vous invitent très vite à choisir, les chiens qui rentrent dans le rapport domination-soumission vous invitent très vite à choisir votre rôle. Si avec de tels chiens, vous faites preuve d'indécision ou de faiblesse, eh bien eux ils prennent automatiquement le rôle du dominant. Ils vous répondent par arrogance, voire par une attitude menaçante. Donc si au contraire, avec ces chiens-là, vous entrez dans un jeu de fermeté, même une petite brusquerie gentille, une affectueuse fermeté, ils prennent tout naturellement la posture du plus gentil des camarades. Donc ça, le chien qui rentre dans le rapport domination-soumission, eh bien vous allez vous prendre exactement, jouer aussi à ce jeu-là, mais en prenant de préférence le rôle qui vous convient le mieux. Excusez-moi, d'autres chiens ont au contraire une tendance à devenir des partenaires. Si des chiens veulent devenir des partenaires, sont prêts à être des partenaires, eh bien, tout ce que nous avons dit plus haut ne marchera pas.
ils entrent beaucoup moins, voire pas du tout, dans le type de relation domination et dominé. Ce qui réussit avec les précédents pourra fort bien faire craquer de manière plus ou moins définitive ces derniers. Ils vont se braquer sur votre comportement et ce qui aurait conduit à l'échec presque certain avec les premiers, comme par exemple composer, rechercher l'adhésion, la collaboration, ici va réussir. Donc c'est à vous de détecter le type de caractère du chien. Si c'est un chien qui entre dans le rapport de domination, il faut prendre le rôle du chef. Si c'est un chien qui rentre dans le volontiers, dans le type de relation partenariat, eh bien il faut essayer de prendre l'attitude qui lui conviendra. Il y a donc un passage pour chaque chien. Retenez-le, vous ne réussirez pas si vous entendez adopter une attitude uniforme avec tous les chiens. C'est même exactement le contraire que vous devez apprendre à faire. Il existe pour chacun un moyen, un passage unique, différent, qui réussira et qui conviendra mieux que tous les autres. À vous de le trouver. Celui-là, c'est un insolent, il ne faut pas s'en laisser compter. Mais cet autre qui semble pourtant adopter presque le même comportement n'est pas motivé par l'insolence, mais par l'inquiétude, voire par une fameuse peur panique. Alors, à ce moment-là, gardons-nous de prétendre le soumettre, on achèverait de le terroriser, de l'affoler. Au contraire, essayons de rassurer, de détendre. Que doit donc rechercher réellement le toiletteur? Eh bien, il faut que vous ayez bien compris que vous devez distinguer absolument les notions d'éducation et les notions de toilettage. Il faut que vous ayez atteint un niveau suffisant de réflexion sur votre rôle exact par rapport à l'animal pendant l'action de toilettage. Par exemple, la plupart des toiletteurs ont la culture et les talents nécessaires pour être aussi d'excellents dresseurs, et certains le sont en effet. Pour autant, c'est une très grande erreur de confondre les deux activités. Ou dit autrement, le toiletteur se trompe quand il pense pendant son toilettage dressage ou encore éducation. Ce n'est pas seulement parce qu'il s'agirait d'un effort inutile, puisqu'il n'est pas payé. C'est surtout se tromper complètement de rôle ou de voie. Le contrôle que l'on doit exercer pendant l'action de toilettage n'a rien à voir avec quelque action d'éducation. Si vous comprenez cela, vous découvrirez qu'il est tout à fait possible de contrôler des sujets qui n'ont reçu aucune éducation et qui n'obéissent à personne, pas même à leur maître. Comme on n'est pas dans le domaine de l'éducation, eh bien on peut contrôler des animaux non éduqués. Certains chiens d'ailleurs à l'inverse peuvent avoir une excellente éducation et pourtant se montrer beaucoup moins faciles à toiletter qu'on ne pourrait le croire. Vous découvrirez ainsi que cela vaut pour d'autres animaux et tout particulièrement pour les chats. L'éducateur, le dresseur, vise à obtenir l'expression d'un comportement, par exemple un geste. C'est la recherche d'une collaboration active. À l'opposé, le toiletteur recherche une collaboration que l'on pourrait qualifier de passive. Or, les deux démarches n'ont rien, absolument rien en commun. Je l'ai déjà dit, aucun toiletteur ne sera jamais en capacité de contrôler tous les chiens. Mais c'est ici le moment de préciser dans quel cas il vous sera plus sage de renoncer. En fait, vous le déduisez, ce que vous déduisez de ce que nous venons d'établir ensemble. Ce sont les sujets avec lesquels vous ne parvenez pas à établir le moindre pont. C'est quand le courant ne passe pas. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il peut arriver que le courant ne s'établisse jamais, même entre un chien moyennement habile, moyennement difficile et un toiletteur même expérimenté. D'ailleurs, si le toiletteur est réellement un homme d'expérience, de lui-même il n'insistera pas. Il sait qu'avec lui, en tout cas, l'échec est certain. C'est d'ailleurs le moment de signaler un fait important et surprenant à la fois. Un même chien peut aussi bien se laisser manipuler sans montrer la moindre résistance par une autre personne du salon, même moins expérimentée, même débutante. Il peut fort bien arriver va m'arriver par exemple une fois tous les 6 mois ou tous les ans qu'un chien je le sens pas et puis va se laisser manipuler par quelqu'un d'autre beaucoup plus facilement. Parfois, c'est une question de sexe,
Certains chiens ne supportent pas que les personnes d'un certain sexe les touchent. Et puis ils acceptent facilement, ou au moins à la rigueur, le contact avec des personnes du sexe opposé. Entre parenthèses, ce n'est pas une question. Il peut très bien se faire qu'un chien mâle ne supporte pas les hommes ou ne supporte pas les femmes. C'est pas déterminé. Le sexe de l'animal ne détermine pas le sexe de la personne qu'il ne va pas supporter. Ce dernier point est si vrai et si fréquent que je conseille absolument à tout responsable de salon de toilettage, s'il a plusieurs personnes, de s'organiser pour avoir au moins un représentant de chaque sexe dans son équipe. Il y a des chiens qui ne supporteront jamais les femmes, d'autres qui ne supporteront jamais les hommes. Eh bien, c'est bien d'avoir dans l'équipe des hommes et des femmes. Dans d'autres cas, c'est une question d'âge. J'ai observé que certains sujets montrent une sorte de terreur panique quand ils sont abordés par de jeunes toiletteurs, alors qu'ils acceptent le contact avec des personnes plus âgées. Sachez aussi, même si c'est aujourd'hui politiquement incorrect, qu'avec les animaux, la couleur de la peau peut très bien jouer un rôle. Les personnes de couleur terrorisent certains chiens. Mais, à l'inverse, d'autres chiens vont adorer les personnes de couleur. Par exemple, les chiens vont aimer adorer des personnes qui sont noires ou asiatiques, et d'autres chiens ne les supporteront pas. Donc, ma conclusion, c'est que c'est bien d'avoir, si c'est possible, dans une équipe de toilettage, une personne d'origine asiatique, une personne d'origine africaine et une personne d'origine européenne. Voilà qui vous permettra certainement de répondre à toutes les situations. Autrement dit, la bonne solution pour arriver à parler facilement dans un salon à tous les chiens, c'est de diversifier autant qu'on le pourra son équipe de production. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes et des personnes d'origine différente. Eh bien, c'est sur ces considérations que je termine cette réflexion avec vous sur le contrôle du chien vu du toiletteur. Nous allons, dans un prochain rendez-vous, aborder le point de vue du chien. Je vous remercie de votre attention.